la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Avalanche de publications cette semaine, moment évidemment très important pour les investisseurs. Ça permet de vérifier l'état de santé des entreprises et le niveau de valorisation des marchés financiers. Quel est le bilan à date de ces résultats d'entreprise ? Ils sont extrêmement rassurants puisque nos fleurons tricolores ont démontré qu'ils étaient en forme et ça a permis au CAC 40 retrouver aussi des couleurs puisqu'on retrouve le seuil des 8000 points. Et ce niveau, on l'avait perdu avec la dissolution. Encore cet été, le CAC 40 frôlait les 7000. Et là, on a plutôt des bonnes nouvelles notamment sectorielles. Et là, le grand événement de ces publications, même si la saison n'est pas encore tout à fait terminée, elle se terminera le 6 mars au sein du CAC 40 avec Bouygues. La bonne nouvelle vient des banques. Les banques retrouvent des couleurs. BNP Paribas a affiché un bénéfice record. Le Crédit Agricole a atteint ses objectifs 2025 en 2024. La Société Générale se redresse, ce qui nous fait dire que finalement les banques françaises sont parvenues à digérer cette période de taux négatifs, voire de taux proches de zéro, en tout cas de taux écrasés. Et là maintenant, elles sont plutôt en forme et elles profitent aussi d'une pause dans le durcissement réglementaire en Europe. Il faut voir que les banques françaises reviennent de loin. Elles ont les mêmes cours de bourse qu'en 2008, au moment de la crise de Lehman Brothers et de cette fameuse crise financière. BNP a le même cours de bourse qu'il y a 16 ans. Crédit Agricole, le même cours de bourse qu'il y a 16 ans. C'est assez cruel si on compare avec les banques américaines. Ah oui, parce que les banques américaines, elles ont des cours de bourse qui ont été multipliés par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7. JP Morgan a multiplié son cours par 6,8%. Et JP Morgan, aujourd'hui, c'est 10 fois plus gros que BNP Paribas. Donc, c'est vraiment une très très bonne nouvelle en venant des banques. Et là, on pense que ça pourrait continuer encore en 2025. Autre bonne nouvelle, là aussi, une avalanche de bénéfices records chez Publicis, qui continue de croître à l'international, notamment aux États-Unis. Vinci, bénéfices aussi records. On a aussi bénéfices records chez Essilor Luxottica. On a un Total Energy qui résiste mieux que ses concurrents, notamment les concurrents anglo-saxons, grâce à ses relais de croissance dans les énergies renouvelables. Donc on a plutôt des entreprises qui vont très bien. C'est plus compliqué en revanche pour d'autres secteurs d'activité, notamment dans les spiritueux. Oui, c'est difficile dans les spiritueux. On a eu Pernod Ricard qui a revu à la baisse ses objectifs à court et moyen terme. On a aussi quelques déceptions dans le luxe avec L'Oréal qui souffre en Chine et surtout Kering. Kering qui a dévoilé un chiffre d'affaires qui a fondu de 12%, voire de 23% pour Gucci, avec un bénéfice opérationnel pour l'ensemble du groupe qui a été quasiment divisé par 2. Et Gucci change à nouveau de directeur artistique. On a aussi quelques difficultés dans les semi-conducteurs parce que STMicroelectronics est trop présent dans le secteur automobile et donc quand les clients vont mal, eh bien sûr toute la filière va très mal et là on a eu des déceptions chez STMicroelectronics alors que dans le monde en général l'industrie des semi-conducteurs va très bien grâce au développement de l'intelligence artificielle. Et vous aviez eu le nez creux chez Investir, ça fait un moment que vous nous dites de rester à l'écart du secteur automobile. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu des publications de résultats. Oui, aux États-Unis également et là on est plutôt rassuré puisque 3 fois sur 4 les résultats sont supérieurs aux attentes. Après, il y a quelques petites déceptions, notamment dans la tech. Les attentes étaient très très fortes chez Microsoft, chez Amazon, dans le domaine du cloud. La croissance est un petit peu plus faible que prévu. Il y a eu quelques prises de bénéfices, mais rien d'alarmant. On est plutôt rassuré. Les publications de résultats, c'est l'occasion de dévoiler les bénéfices et le chiffre d'affaires de la période écoulée, mais c'est aussi le moment où on parle des perspectives. Qu'est-ce qu'on attend comme croissance des résultats en 2025 ? Eh bien, on attend une croissance assez sympathique, puisque les entreprises américaines devraient être capables d'afficher une croissance de plus de 12% en 2025. Alors bien sûr, il y a aussi la tech qui draine toute la perspective de croissance du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. 12,5% quand on sait que le PIB n'est que de 2,7% attendu en hausse aux États-Unis. Donc ça montre qu'il y a vraiment une création de richesse. En Europe, c'est un peu plus faible, mais c'est normal. Le marché domestique européen est plus mou, moins dynamique. On a une croissance attendue cette année dans la zone euro aux alentours de 1%. Donc les entreprises européennes devraient être capables d'afficher quand même une croissance de l'ordre de 8%. Donc ce sont quand même des perspectives de croissance extrêmement encourageantes et ça incite bien sûr les investisseurs à acheter des actions. À vous entendre, François, tout va bien pour les entreprises. Il y a quand même des risques qui aujourd'hui sont difficiles à évaluer. Oui, il y a des risques qui sont difficiles même pour les patrons à appréhender, les risques politiques, géopolitiques,
les risques fiscaux. En France, on en a parlé, il y a eu une surtaxe sur le Made in France. Est-ce que cette surtaxe va perdurer? On nous a promis que non, mais il faut se méfier. Hein. En France, on sait qu'on est les champions des prélèvements obligatoires. Hein. Je rappellerai juste en deux chiffres, hein. 34,2% du PIB en 1974 de prélèvements obligatoires, alors qu'on avait un budget à l'équilibre. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on a 43%. Avec un déficit de 6%. Donc attention à la fiscalité. Et les patrons aussi redoutent beaucoup de lourdeur administrative. On a eu, il y a quelques jours, le MEDEF qui a envoyé un projet à François Bayrou pour essayer d'avoir un cadre juridique, pour essayer d'avoir de la visibilité pour les entreprises qui installent des projets, des nouveaux sites, des extensions de sites. Et ça permettrait de faciliter l'investissement. Et donc, on voit que les patrons voudraient déjà que le gouvernement prépare le budget 2026, puisqu'on a eu un budget 2025 mal ficelé. En fait, les entreprises, elles sont asphyxiées par les normes et la bureaucratie. On a à peu près 1 millier d'agences, d'organes, d'opérateurs exerçant l'action publique en France, et ça répond plus vraiment aux besoins. On l'a vu avec Notre-Dame. Pour reconstruire Notre-Dame en 5 ans, on a créé une structure ad hoc. Et là, cette semaine, le président nous annonce qu'il a des grandes ambitions dans le domaine de l'intelligence artificielle et il veut reproduire le modèle de Notre-Dame, c'est-à-dire créer une structure ad hoc, parce qu'aujourd'hui, la bureaucratie, les services actuels ne répondent pas aux besoins de transformation de notre pays. Il faut voir que le coût de la bureaucratie des normes, ça nous coûte une fortune en France. Ça représente à peu près 4% du PIB, alors que en Italie, en Allemagne, ou encore au Royaume-Uni, le coût de cette bureaucratie, c'est entre 0,2 et 0,5%. Donc on voit que nous, ça nous coûte très très cher et ça répond pas aux besoins d'urgence, d'agilité, et en tout cas, ça remporte pas de succès. Ouais, 4%, ça nous arrangerait pas mal en termes de croissance. Ça permettrait de régler le budget 2026. Donc il faudrait que François Bayrou s'y attaque maintenant. Le budget 2026, ça se prépare aujourd'hui et pas seulement à partir de cet automne. Vous avez compris, David Abiker, François Monnier, c'est notre nouvel Elon Musk. Il nous explique là où on va trouver des marges pour la croissance française, avec peut-être une méthode un peu plus polissée, on va dire. Oui, je suis pas sûr que la méthode d'Elon Musk fonctionnerait en France. Et je suis pas sûr que votre fils s'appelle XHA2, comme celui d'Elon Musk. Moi, je préfère François Monnier quand même. Il a une approche plus douce de l'économie et très pédagogique. Et il revient la semaine prochaine. Et je lui en suis reconnaissant. Stéphane, à demain 6h. Merci à tous les deux pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique. Gérald Darmanin pense de plus en plus à la présidentielle et il y pense si fort que Marcelo Westfred entend tout. Mais tout de suite, et si on parlait français, Karine?